Bonjour et bienvenue dans mon journal hebdomadaire de lecture avec, comme d'habitude, beaucoup de livres, beaucoup trop de livres, mais évidemment certains je les ai juste effleurés cette semaine ou même quasiment pas ouverts et d'autres au contraire m'ont beaucoup occupé, donc ça donne une pile comme celle-ci. Et qu'est-ce que je vais faire de cette pile ? Je vais simplement parcourir un peu ces différents livres, certains pour les reposer immédiatement, d'autres pour y passer un peu plus de temps et réfléchir à l'aide des livres. Faire des liens peut-être arbitraires, peut-être dus simplement au fait que par hasard je les ai lus un peu en parallèle, faire des liens et penser avec les livres, penser par les livres, penser pour les livres, je ne sais pas exactement quelle est la préposition qu'il faut choisir ici. Alors, dans ces nombreuses lectures en cours ou terminées ou à peine commencées, il y a tout d'abord les livres dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que je les ai quasiment pas touché cette semaine, voire absolument pas touché cette semaine. Alors je ne parlerai pas de Montaigne, ni de Montaigne, mais de Montaigne qui n'ont pas grand-chose à voir. Les essais de Montaigne, je suis toujours en train de temps en temps de lire à haute voix des essais de Montaigne, de ne contrefaire le malade, voilà ce que je vais lire prochainement, en espérant que ça ne me porte pas malchance, mais je n'ai pas lu grand-chose de Montaigne, et puis cette bande dessinée de Xavier d'Horizon et Timothée Montaigne, justement, 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta, j'en suis à la même place que la semaine passée, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas commencé à lire ceci, donc ça viendra, n'en doutons pas. Dans les livres aussi dont je ne vais pas vraiment parler, alors il y a toujours mon Derborance de Ramu que je lis à haute voix sur une autre vidéo que je consacre uniquement à ceci, et je m'approche de la fin, il me reste plus que le dernier chapitre à lire. Il y aura un livre suivant qui m'attend parmi ceux qui sont derrière moi ou un peu plus loin dans ma bibliothèque. Je ne sais pas encore lequel sera celui que je vais décortiquer plus en détail par la suite. Mais Ramu et Derborance, ça reste quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parmi les livres dont je vais peu parler non plus, on voit que là ça défile et puis que finalement ma vidéo peut-être ne durera pas 3 heures. Il y a Senancour, Obermann, un livre qui était dans ma bibliothèque depuis très longtemps, je pense depuis mes études, il y a bien des années, quand on avait dû parler, je ne sais plus de quoi, de romantisme ou de montagne dans la littérature, et j'avais acheté ça, Senancour, Obermann, et c'était resté là, attendant le jour de la lecture. Alors, la lecture attend encore parce que je n'ai lu qu'une partie de la préface qui est faite ici dans cette version chez Folio par un certain Jean-Maurice Monnoyer, enseignant à l'université de Gênes, que je ne connais pas, en 1984. Donc la préface elle-même est ancienne et le livre est encore plus ancien, c'est 1804, cette période un peu entre deux au niveau politique, puisqu'on est quelque part entre la Révolution et puis la grande époque napoléonienne, mais ici on n'est pas vraiment dans l'histoire, on s'écarte un peu des lieux de fracas, on est en Suisse, et c'est peut-être ça qui m'intéresse, dans les montagnes suisses, par un roman épistolaire. Alors je ne peux pas encore en dire grand-chose, je lis la préface avec l'envie d'aller y voir, notamment parce qu'il passe par Fribourg, qui est ma ville, et que certaines lettres sont datées ou
censée être écrite à Fribourg. Il y a une ambiguïté entre la vie de Senancourt et celle de son personnage, Obermann. Donc voilà, ça c'est une lecture à faire qui m'intéresse, même si j'ai mis beaucoup de temps avant de la commencer. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le prochain livre dont je vais là aussi peu parler. C'est un petit abécédaire de la désobéissance civile de Bruno Doucet. Alors là, au contraire, je l'ai acheté la semaine passée, et puis il se trouvait que j'avais un peu de train à faire, que j'ai terminé l'un des livres dont je parlerai tout à l'heure dans le train, mais que j'avais encore un petit bout à faire, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai commencé à lire ce petit abécédaire de la désobéissance civile, cette notion de désobéissance civile, quand on voit l'évolution des autorités qui nous gouvernent. Alors peut-être que j'ai la chance d'être en Suisse, où on a du côté du peuple quand même un certain droit et une certaine voix au chapitre quand même, mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, ça m'inquiète quand même, et même dans mon pays, on a des moments où on a envie de désobéir. Alors, cette idée de désobéissance civile, elle est tirée évidemment de Thoreau et de son livre sur la désobéissance civile. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo spécifique il y a déjà quelques temps. Il fait partie des livres qui sont là derrière moi. Et puis, revenir à cette notion-là, alors sous la forme de l'abécédaire, donc je n'ai lu qu'il y a un mot par lettre, si j'ai bien compris le principe, oui, ça a l'air d'être ça. Je n'ai lu que les lettres A et B. La lettre A, évidemment, la sainte patronne de la désobéissance civile, si on veut, c'est Antigone. Et tout commence donc par ce personnage-là qui choisit de défendre l'esprit de la loi plutôt que la loi formelle, et qui donc aujourd'hui est sans doute un modèle à suivre, c'est-à-dire un modèle pour penser une désobéissance qui n'est pas une simple réaction à des choses qui ne nous plaisent pas, mais beaucoup plus fondamentale que cela. C'est-à-dire que quand on touche à des choses qui sont sacrées pour Antigone, peut-être que là, ou à des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs au sens fort du terme, peut-être qu'il y a à désobéir. Et le deuxième mot, la lettre B, c'est le mot bateau. Alors il dit d'emblée, l'auteur, donc Bruno Doucet, dont je ne sais pas grand-chose pour être franc, il dit d'emblée qu'il aurait pu choisir un autre mot beaucoup plus évident pour parler de désobéissance civile avec la lettre B, qui est le mot boycott. Pour la deuxième lettre de cet abécédaire, on était en droit d'attendre le B de boycott. Cessation volontaire de toute relation avec un individu, une marque, un pays, et refus de recourir aux biens qu'il met en circulation. Bon. Pourtant, il prend le mot bateau. Pourquoi bateau ? À partir d'exemples, il parle notamment de ces bateaux qui aujourd'hui désobéissent en sauvant des personnes en danger de mort. De l'Aquarius ou du Sea-Watch 3 ou encore d'autres bateaux qui, dans la Méditerranée notamment, vont sauver des migrants qui tentaient de traverser cette Méditerranée et qui se noyaient. Et pour avoir sauvé ces gens-là, eh bien, les capitaines de ces bateaux, les équipages de ces bateaux sont condamnés. Et évidemment, cette désobéissance civile se fait précisément comme Antigone le montre, au nom de valeurs beaucoup plus fondamentales que des lois qui sont iniques, des lois qu'il ne faut pas respecter parce qu'elles vont à l'encontre de choses qui sont sacrées, la vie humaine, sauver une vie humaine, pour un marin, sauver une vie humaine quand quelqu'un se noie, c'est un devoir. Et
un devoir est supérieur à une loi, surtout quand cette loi a pour conséquence de tuer des milliers de personnes. Alors, je poursuivrai cet abécédaire avec cabane, désobéissant, écologie. Tiens, écologie, aujourd'hui, on a l'impression que plus personne n'a que faire de l'écologie alors qu'il faudrait ne parler que de ça, mais on a tellement de gens qui se cachent derrière de faux problèmes qu'ils font tellement mousser qu'ils en deviennent de vrais problèmes. Faucheurs, graffiti, etc. Cédric Héroux, tiens, aussi d'autres personnages, Injustice, Juste, tiens, Martin Luther King, etc., etc. Jusqu'à terminer par Zorro. Mais Zorro n'est pas encore arrivé, et on va continuer nos parcours de livres que j'ai un peu plus abordés cette semaine que ceux dont j'ai parlé. On va un peu crescendo dans ceux qui m'ont le plus occupé durant cette semaine. Alors, par quoi poursuivre ? Peut-être par les regrets. Les regrets du Bellay. J'ai lu à haute voix, parce que la poésie, quand elle est lue à haute voix, ça prend sens, ça prend de la saveur. J'ai lu donc ces regrets de Du Bellay, dont j'avais une image, après les avoir pourtant déjà lus, mais sans ce passage par la voix haute. Après les avoir déjà lus, j'avais une image un peu tristounette des regrets de Du Bellay. Peut-être une image un peu romantique à la Obermann de Senoncourt. Bon, je ne vais pas parler de Obermann de Senoncourt, puisque je viens de vous dire que je n'ai pas encore commencé cette lecture-là. Peut-être que je ferai des parallèles la semaine prochaine ou les semaines suivantes quand je continuerai ces lectures parallèles. Mais j'avais cette vision un peu triste, les regrets, puis il part à Rome, et puis il s'ennuie, et puis il se plaint, et puis... Mais peut-être bien que j'avais une image un peu romantique du Bellay, un peu à la Alfred de Musset, à la Martine. Ce ne sont pas des poètes que j'apprécie le plus. Alors peut-être que en revenant sur ces poètes-là, plus tard, je dirai le contraire, et puis je changerai d'avis, mais voilà, j'avais une vision un peu tristounette, alors que finalement, ces regrets du Bellay sont très loin de cette idée de poète solitaire qui, face à la nature ou face aux ruines de Rome, se plaint. C'est d'abord pas du tout solitaire. Presque tous ces sonnets sont adressés à quelqu'un, aux autres poètes de cette époque, les fameux poètes de la Pléiade, et on a leurs noms qui apparaissent presque tout le temps. Il leur envoie, alors je ne sais pas s'il les envoie réellement, c'est fort possible, il leur envoie des lettres avec tel ou tel poème, et on découvre ceci. On découvre, si je prends par hasard le poème 71, ce brave qui se croit pour un Jacques de Maille, être un second Rolance dissimulateur, qui superbe aux amis, aux ennemis flatteur, contrefait l'habile homme et ne dit rien qui vaille. Bello, et là Bello, qui c'est ? C'est un des autres poètes de la Pléiade, un peu oublié, mais c'est bel et bien à lui que ça s'adresse. Bello ne le croit pas, et quoiqu'il se travaille de se feindre hardi d'un visage menteur, n'ajoute point de foi à son parler venteur, car onque homme vaillant, je n'ai vu de sa taille. Il ne parle jamais que des faveurs qu'il a, il dédaigne son maître et courtise ceux-là qui ne font qu'à de lui, il brûle d'avarice. Il fait du bon chrétien et n'a ni foi ni loi. Il fait de l'amoureux, mais c'est, comme je crois, pour couvrir le soupçon de quelque plus grand vice. Tartuffe avant l'heure, ce personnage-là, on ne sait pas trop de qui il parle, mais il décrit cette curie romaine, c'est ce monde catholique
de l'époque des Borgia, du monde dépravé. Bon, visiblement, quand on entend les affaires qui bousculent un peu le monde, et certaines régions aujourd'hui, enfin bref, des choses qui se passent au sein de ce monde-là, il y a effectivement des choses à dire, quoi. Il fait du bon chrétien et n'a ni foi ni loi. Cette phrase-là, on peut encore la prononcer. Et il y a justement dans ce poème-là, comme dans d'autres, une manière assez acerbe, assez critique, assez drôle parfois, de parler de ce qu'il voit. On découvre en filigrane l'histoire de cette époque. Alors je ne me suis pas replongé à parler des Borgia, je crois que c'est plus tout à fait l'époque des Borgia quand il écrit ça. Les regrets, donc on est dans la première moitié du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, ou la deuxième. Vous voyez que j'ai pas toutes les informations qui sont précises dans ma tête, alors que je devrais, mais en gros, ces regrets sont publiés quand même en 1558, donc c'est quand même un peu après cette histoire de Borgia, mais bon, on est dans cette période où la réforme est en train de prendre de la vigueur, et où à Rome, il y a plein de choses qui clochent, quoi. Et lui, il est chez son oncle cardinal, et puis il voit ça, et puis, ouais. Il critique, puis il parle aussi de ses voyages, de son retour, et critique tous les gens d'un peu partout, de Venise, de Lyon, de Paris, etc. Et puis, par exemple, aussi, ceci. Celui qui d'amitié a violé la loi, cherchant de son ami la mort et vitupère, celui qui en procès a ruiné son frère, ou le bien d'un mineur a converti à soi, celui qui a trahi sa patrie et son roi, celui qui comme Édipe a fait mourir son père, celui qui comme Oreste a fait mourir sa mère, celui qui a nié son baptême et sa foi encore. Marseille, et là il parle donc d'une ville qu'il visite, il ne faut point que pour la pénitence d'une si malheureuse, abominable offense, son estomac plombé, martelant nuit et jour, il voit errant nu-pieds, ni 6 ni 7 années, que les grisons sans plus, il passe à ses journées, j'entends s'il veut que Dieu lui doive du retour. Voilà, c'était un autre exemple de cette plume assez alerte, assez dure finalement de Du Bellay, qu'on a tendance à réduire à son heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là, qu'on a évidemment dans les regrets aussi, qu'on retrouve, tiens, tout d'un coup on se dit, ah tiens, c'est ça, c'est là. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment un parcours qui est plus riche que ça, au-delà de l'image toute faite qu'on a de lui. Alors, ces questions d'ordre religieuse, ou ces questions de gens qui sombrent dans le vice, et qui sont au sommet de l'État, et des premiers ministres qui couvrent des histoires pédocriminelles, vous voyez de quoi je veux parler, ça, c'est là déjà dans les regrets, alors, tout n'est pas dit, mais il y a un peu de ça. Et puis, on a aussi ça dans ce livre dont j'ai déjà parlé, Le Château de Barbe Bleue, de Javier Cercas, le troisième de la trilogie autour du personnage de Melchor Marin, ce policier qui deviendra bibliothécaire, mais qui restera quand même policier. Et on avait vu dans Terra Alta, puis dans Indépendance, des affaires assez terribles. Et dans celle-ci, on a aussi une histoire très glauque. Alors, il n'est plus policier, mais il va quand même mener l'enquête parce que sa fille a disparu. Elle s'est retrouvée dans le château de Barbe Bleue. Alors, bon, c'est un roman policier, donc je ne vais pas trop révéler de quoi vraiment il s'agit, mais on a des choses extrêmement glauques qui arrivent à des jeunes filles dans cet endroit-là, où
des gens de la très bonne, bonne au mauvais sens du terme, de la très haute société, et des gens qui ferment les yeux ou qui sont corrompus autour, vont avoir des pratiques ignobles. Et évidemment, le flic bibliothécaire, qui est aussi un héros parce qu'il a tué des terroristes à un moment donné, mais qui a aussi une certaine impulsivité, va réagir à ça. C'est sa fille qui va vivre des choses affreuses. Et donc, on lance une opération qui va essayer de faire en sorte que ce qui se passe d'ignoble dans ce château de Barbe Bleue soit supprimé, soit détruit, et que justice soit faite, que les gens qui abusent de jeunes filles ne puissent plus le faire, même si ce sont des gens très riches et très haut placés. Et donc, on lit ceci avec beaucoup d'intérêt. Ce qui m'a aussi plu dans ce livre-là, par rapport à d'autres romans policiers qui évoquent le même genre d'affaires, c'est que on ne s'appesantit pas sur les horreurs commises. On n'en parle quasiment pas. Quels sont les mauvais traitements faits à des jeunes filles, des très jeunes filles, dans ce château, dans cet endroit? Finalement, on le devine plus qu'on le sait. Ce qu'on sait, c'est les conséquences sur le personnage de Cosette, c'est-à-dire la fille du personnage principal, les conséquences psychiques extrêmement dures sur elle et sur d'autres, mais en particulier sur elle. Et ce que l'on sait, c'est ce qui tourne autour de ces pratiques, c'est comment elles sont possibles parce qu'il y a des gens qui ferment les yeux. Et là encore, il y a des échos quand même très contemporains. Enfin, ce livre-là est contemporain, il est tout à fait récent, et il se passe même dans le futur, vers 2035, dans un monde qui ressemble terriblement au nôtre, mais le livre lui-même a été écrit en 2022, donc il est véritablement de notre temps. Donc on voit ici des maltraitements assez épouvantables, maltraitements, je ne sais pas si le terme est correct, enfin, on maltraite des gens, et ça me permet une transition un peu brusque chez quelqu'un qui a sans doute été beaucoup maltraité aussi dans sa vie, et personnage tout à fait étrange, qui est Antonin Artaud. Antonin Artaud, les Tarahumara, je ne sais pas exactement comment ça se dit, il s'agit d'un peuple du Mexique qu'il va visiter. Alors, Antonin Artaud a passé une bonne partie de sa vie dans des asiles psychiatriques, où on lui a fait subir, semble-t-il, des électrochocs et des choses comme ça, et où, bien sûr, il y a, quand on lit ce livre-là, mais d'autres encore plus nettement, des formes de délire assez terribles qui le touchent. On ne sait pas trop s'ils sont cause ou conséquence de son internement, mais le personnage est attiré par une certaine mystique. Et là, c'est Tarahumara qu'il va voir. Il y a des rites auxquels il va se confronter, et même assister, et même être lui-même au cœur de ces pratiques. Et ça va visiblement le bouleverser, au point qu'il va écrire plusieurs textes. Alors dans ce livre-là, je suis en cours de lecture, mais il y a plusieurs textes qui ont été un peu rassemblés, semble-t-il, par après, avec des lettres, avec des extraits qui sont parus dans un journal au Mexique, même des passages qui sont traduits de l'espagnol, dont on n'a plus la version en français. Et puis on a tout un monde de textes autour de ces Tarahumara, du rite du peyotl chez les Tarahumara, par exemple. Voilà comment ça se passe, ce rite décrit par
Antonin Artaud qui y a assisté. Alors évidemment, la part de fantasme ou de fiction est difficile à déterminer, ou le commentaire qu'il fait, ou l'interprétation qu'il en fait, n'est peut-être pas celle que des anthropologues, des ethnologues avec des méthodes plus rigoureuses feraient, ça je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il décrit. Les deux servants se courbèrent contre la terre, où ils furent l'un en face de l'autre comme deux boules inanimées. Mais le vieux prêtre devait lui aussi, oui, là ça c'est déjà un effet du peyote, peut-être me faire des liaisons fausses, mais le vieux prêtre devait lui aussi avoir pris de la poudre, car une expression inhumaine s'était emparée de lui. Je le vis se tendre et se dresser, ses yeux s'allumèrent, et une expression d'autorité insolite commença à se dégager de lui. Il frappa avec son bâton 2 ou 3 coups sourds sur la terre, puis entra dans le 8 qu'il avait tracé à la droite du champ rituel. Alors les servants semblèrent sortir de leur boule inanimée. L'homme d'abord secoua la tête et frappa la terre avec la paume de ses mains. La femme agita le dos. Le prêtre alors cracha, non pas de la salive, mais son souffle. Il expulsa bruyamment un souffle entre ses dents, et sous l'action de cet ébranlement pulmonaire, l'homme et la femme au même instant s'animèrent et se levèrent complètement. Or, à la façon dont ils se tenaient l'un devant l'autre, à la façon surtout dont ils se tenaient chacun dans l'espace comme ils se seraient tenus dans les poches du vide et les coupures de l'infini, on comprenait que ce n'était plus du tout un homme et une femme qui étaient là, mais deux principes, le mâle bouche ouverte, aux gencives claquantes, rouges, embrasées, sanglantes, et comme déchiquetées par les racines des dents translucides à ce moment-là, telles des langues de commandement, la femelle larvée dentée aux molaires trouées par la lime, comme une rate dans sa ratière, comprimée dans son propre rut, fuyant, tournant devant le mâle hirsute, et qu'ils allaient, ils sont deux, ils sont un, on ne sait plus, et qu'ils allaient s'entre-heurter, s'enfoncer frénétiquement l'un dans l'autre, comme des choses, après s'être regardés un temps et fait la guerre, s'entremêlent finalement devant l'œil indiscret et coupable de Dieu, que leur action doit peu à peu supplanter, car Siguri, disent-ils, était l'homme tel que de lui-même. Et ça c'est écrit en majuscule, lui-même, dans l'espace, il se construisait lorsque Dieu l'a assassiné. Voilà, ce souffle aussi qui est craché entre les dents par Antonin Artaud lui-même. Il y a quelque chose dans une sorte de transe peut-être aussi de l'écriture, là, qui est présente et qui se retrouve dans d'autres endroits, quand lui-même aussi est l'objet de ce rite, et puis il semble dire après que son corps ne l'a pas supporté des années après. Et donc, on a ici effectivement quelque chose d'assez fascinant. Ce personnage d'Antonin Artaud est totalement fascinant. Alors, on est face à une sorte de... Le mot folie est le mot qui nous vient, mais il est très réducteur et très connoté. On est face à une expérience totalement hors du commun, extraordinaire. Et il y a pour lui dans ce rite quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, d'un rapport intime entre le monde et l'homme, même si au fond ça manque. Ce rite ne guérit de rien, ce rite fait mal au contraire, mais précisément, il fait partie peut-être d'une épreuve à passer. Il y a quelque chose qui fusionne l'homme et le monde. Et c'est précisément peut-être ce qui oppose un Antonin Artaud à un Albert Camus. Albert Camus dont j'ai lu et j'ai terminé Noces, et c'est le silence du monde face à l'homme qui frappe. Camus beaucoup plus moderne, philosophiquement peut-être, que Artaud, pas littérairement.
l'écriture d'Artaud est beaucoup plus dense que celle de Camus. Enfin, peut-être du Camus de Noce, qui est un Camus du début. Mais il y a justement ce silence du monde, alors dont il parlera peut-être de manière plus précise dans le mythe de Sisyphe, que je vais bientôt lire. Mais déjà ici, alors, j'ai déjà parlé de la première partie de Noce. J'ai lu cette semaine donc Le désert, la dernière partie de ce livre, qui parle à la fois justement de la nature, mais aussi des ruines, les fameuses ruines qu'on peut rapprocher de celles dont parle aussi un Du Bellay, mais aussi cette idée de dire oui au monde, qui lui ne dit rien. Mais en même temps, il y a l'absurde de la mort qui n'est pas loin. Voilà comment se termine ce livre, en tout cas un bout de la dernière partie. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier instant où la spiritualité répudie la morale. Alors il semblerait que chez Artaud aussi, la spiritualité, même si peut-être que Artaud n'employerait pas ce terme-là, qui est beaucoup plus physique chez lui que spirituel au fond, la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. Là, quand même, là, on a un rapprochement. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre, car le sage comme l'idiot exprime peu. Ce retrait me ravit. Mais cette leçon-là, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur? Il parlait avant d'un voyage en Italie, précisément. Piero della Francesca, des églises, Florence, etc. C'est là-bas, sans doute, qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offre le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas faite à ma mesure. Et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant aux leçons de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé et, sans révolte ni revendication, tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie. Je veux dire son agitation. Voilà, quelques lignes de Camus. L'idée de la terre, l'idée, là encore, on a ce rapprochement avec Artaud, et puis je soupçonne qu'on l'a aussi avec le Obermann de Senancourt, mais là, il faudra que je lise ça, que je lise un peu tout ça en parallèle, avec pourtant des époques variées, des cadres qui sont variés, mais cette idée de la terre qui nous appelle à elle, même si c'est un appel qu'au fond, nous construisons nous-mêmes, et elle reste muette. Mais en même temps, il y a un oui au monde que nous avons. Le monde qui pourtant ne dit rien. Et ce monde, alors je vais terminer par un dernier livre, là aussi le lien avec Camus, il est absolument pas là. Le monde, ça peut être aussi San Francisco. J'ai terminé les autres chroniques de San Francisco, saison 3 de Armistice Maupin.
Il y a encore trois livres après, mais je ne les ai pas. J'ai vu d'ailleurs en librairie cette semaine qu'il y avait encore tout récemment, alors que ce livre-là date des années 1980, un livre qui s'appelle Michael Tolliver, qui est un des personnages de cette histoire-là, est vivant. Il semblerait que ce soit le seul survivant encore aujourd'hui des personnages qui sont écrits dans ce livre-là, qui vivent donc dans cette San Francisco à la fois légère, mais en même temps extrêmement dure, à un certain sens. Il y a des personnages de gourous, comment s'appelle-t-il, Brian Jones? Non, Brian Jones, j'ai plus le nom, c'est pas Brian. C'est, bon, bref, une sorte de gourou qui avait fait brûler les gens de toute une secte dont il était justement le maître, etc. Puis qui rôde, qui est encore vivant, et puis qui enlève des enfants dans un voyage en Alaska. Puis pendant ce temps-là, il y a en plus une agression homophobe du personnage de Michael Tolliver avec un autre de ses amis, Brian. Alors c'est peut-être pas justement Brian Jones, je sais pas d'où je sors ce nom-là, mais c'est en tout cas pas ça. Bref. Voilà, donc on a cette histoire-là. Alors je ne vais pas non plus en raconter la fin, d'autant plus que ce n'est pas tout à fait la fin, mais il y a un attachement au personnage et à cette vie de San Francisco, à cette liberté, cette légèreté, malgré des horreurs qui ont lieu, qui moi m'a beaucoup plu dans ce livre-là. Alors j'essaierai peut-être d'aller y revoir, même si pour l'instant je clôt le chapitre Armistice Maupin. Et je clôt aussi cette vidéo. On reparlera de plein de choses. On reviendra sur les pistes d'interprétation que j'ai esquissées. Est-ce qu'il y a des rapports à faire entre Camus et Senancour et Artaud et Montaigne, et on continuera surtout aussi à explorer la désobéissance civile, tellement nécessaire sans doute aujourd'hui. Voilà, ça c'était quelques réflexions sur mes lectures en cours. Je ne sais pas si la semaine prochaine on aura à nouveau un immense tas de livres, ou si j'arriverai, mais je désespère un peu, même s'il n'y a jamais eu d'espoir selon Camus. Je désespère un peu de cibler un peu plus mes lectures. Mais voilà, c'était donc mon journal de lecture, et à bientôt.